Connaissez-vous l'histoire terrifiante de l'homme qui a inspiré les pires films d'horreur? Je vous la raconte aujourd'hui et je vous assure qu'elle fait vraiment froid dans le dos. Je vous raconte l'histoire d'Ed Gein, plus connu sous le nom du boucher de Plainfield. C'est un tueur en série qui a par exemple inspiré Norman Bates, le personnage principal du film Psychose d'Alfred Hitchcock, ou encore de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Sauf que cette histoire vraie dépasse tout ce que vous avez pu voir dans ces films d'horreur. L'histoire commence un matin glacial de l'année 1950 dans le Wisconsin. La police enquête sur une affaire de braquage d'un magasin de quincaillerie et sur la disparition de sa propriétaire, Bernice Warden. L'un des principaux suspects dans cette affaire est Eddie Gein, car c'est le dernier client qui a été vu dans le magasin avant la disparition de Bernice. Il est très connu du quartier car il vit ici depuis qu'il est né, et il est un peu étrange. C'est un homme qui vit dans une ferme, à côté de la ville et qui est très solitaire. Lorsque la police débarque chez lui, elle découvre d'emblée un énorme bazar. Il y a des détritus partout et une odeur presque irrespirable de décomposition. En fait, cette odeur, c'est celle d'une femme pendue par les pieds à une poutre. Le cadavre est décapité, éventré et éviscéré. La police va retrouver la tête du cadavre dans un sac et ils reconnaîtront immédiatement Bernice. Ses deux oreilles ont été percées avec des clous au bout desquels sont attachées une corde pour qu'on puisse l'accrocher au mur comme un tableau. Mais ce n'est pas tout, la maison était une sorte de musée des horreurs. Au cours de sa perquisition, la police découvre la tête d'une autre femme, Mary Hogan, qui était portée disparue depuis 3 ans. Dans un tiroir de la chambre, ils trouvent une ceinture faite à partir de tétons de femme. Dans la cuisine, ils découvrent des bols faits avec des crânes humains et en ouvrant le réfrigérateur, il trouve une boîte contenant 4 nez et des organes. Tenez-vous bien, dans le salon, il trouve un abat-jour de lampe et des fauteuils faits à partir de peau humaine. Le pire se trouvait dans la chambre, une boîte à chaussures cachée sous le lit d'Ed. Les policiers ont trouvé 9 parties génitales de femmes séchées et dans son armoire, comme si c'était normal, il y avait un t-shirt et des gants faits à partir de peau humaine tannée, découpés sur des mains ou dans des visages de femmes. Vous savez maintenant à quel genre de fou furieux on a affaire. Pour mieux comprendre qui était Ed, il faut remonter au 27 août 1906 lorsqu'il pousse son premier cri. La mère d'Ed est une femme extrêmement stricte qui fréquente assidûment l'église luthérienne. Elle lit la Bible tous les jours à Ed et son grand frère Henry, âgé de 7 ans de plus que lui. Elle les a éduqués en leur expliquant qu'ils vivaient dans un monde dépravé et injuste. Elle pointait du doigt l'alcool et les femmes qu'elle considérait toutes comme des prostituées sans aucune valeur, sauf elle, évidemment. Son père était un alcoolique notoire et n'avait aucun regard sur l'éducation des enfants, trop occupé à descendre ses bouteilles. Sa femme, très autoritaire, le méprisait et le rabaissait constamment devant les enfants. Au début, la petite famille vivait en ville, mais la mère voulait déménager car elle trouvait que ce n'était pas un lieu sûr et idéal pour élever sa famille. Pour elle, les rues étaient remplies de vices. Elle était persuadée que ça allait détourner ses garçons du droit chemin. Pour se payer une petite ferme à l'écart de la civilisation, elle a donc mis les bouchers double au travail. Quand ils ont pu déménager à la ferme, les deux frères étaient obligés de travailler avec elle et ils avaient très peu de temps libre. À l'école, Ed était un élève moyen, ni une tête, ni un cancre. Il adorait lire parce que ça lui permettait de s'évader de son quotidien. Il n'a pas beaucoup d'amis et il faut dire que sa mère ne le pousse pas vraiment à aller vers les autres. Elle lui interdisait même de s'approcher de qui que ce soit. Elle lui hurlait dessus s'il avait le malheur de parler d'une interaction sociale à la maison. Et du coup, les autres enfants ont fini par le trouver très étrange. Ed était un garçon très timide et il avait tout un tas de manies. Par exemple, il riait tout seul. Les élèves se moquaient beaucoup de lui et le harcelaient parce qu'en réalité, il leur faisait un peu peur. Ed et Henry ont vraiment grandi à l'écart des autres, dans une quasi-autarcie à l'intérieur de la ferme, jusqu'à l'âge adulte. Pendant leur adolescence, leur mère était constamment sur leur dos et passait son temps à les rabaisser. Elle les insultait tout le temps. Lorsqu'ils ont une trentaine d'années, leur père meurt. Ed et Henry vont alors commencer à travailler. Ed devient babysitter et adore son job parce qu'il se sent utile. Ed était comme un enfant, très attaché à sa mère à cause de leur éducation. En revanche, son frère Henry ne se gênait pas pour critiquer ouvertement sa mère. Les deux frères n'ont pas du tout évolué de la même manière. Henry était vraiment très dérangé par la relation trop fusionnelle entre son frère et sa mère. Un jour, un incendie se déclare près de la ferme. Les deux frères courent pour l'éteindre, mais comme il y avait beaucoup de fumée, ils se perdent de vue. Une fois que la police et les pompiers arrivent sur place, Ed va les voir pour leur expliquer qu'il ne retrouve plus son frère. Mais avant que les renforts arrivent pour organiser une battue, Ed les mène tout de suite à un endroit où ils vont découvrir le corps sans vie de son frère, ce qui est très bizarre. L'avait-il vraiment perdu ? Ce qui est encore plus étrange, c'est que le sol autour de Henry n'était pas brûlé et que sur le corps de la victime, il y avait des gros bleus, comme s'il s'était débattu. Mais à l'époque, personne n'aurait pu imaginer que Ed puisse faire du mal à son frère.
Il était vu comme le gentil garçon extrêmement timide. De plus, le rapport d'autopsie mentionne qu'Henry est décédé des suites d'une asphyxie, ce qui arrive souvent dans un incendie. Ed vit donc tout seul avec sa mère pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle meure d'une attaque. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va basculer et qu'il va développer des comportements extrêmement bizarres. Du jour au lendemain, Ed est seul au monde. Il ne veut rien changer dans la maison, comme si sa mère vivait encore ici. Puis au fil des mois, il va se cloîtrer dans la cuisine qu'il aménage comme une sorte de petit appartement. Il descend son lit à côté du frigo et met toutes ses affaires à côté de la table à manger. Il lit beaucoup pendant cette période, des lectures très sombres sur des nazis, des chasseurs de têtes, mais aussi il lit beaucoup la rubrique nécrologique des journaux locaux. Ça va virer à l'obsession. Il attendait que les enterrements aient lieu pour déterrer les corps des femmes dans les cimetières, pour les voler et les découper. En fait, et cette information a été découverte bien après, mais Ed voulait changer de sexe depuis qu'il était enfant. En volant le corps de ces femmes, il voulait se créer un nouveau corps de femme. Pour voler ces corps, il se faisait aider par un certain Gus. Ensemble, il les déterrait et les ramenait chez lui. Mais un jour, ce Gus est parti en maison de retraite et à partir de ce moment-là, Ed a commencé à tuer des femmes. Pour lui, c'était beaucoup plus simple que d'aller profaner des tombes. Quand la police a découvert les cadavres dans sa maison, Ed a commencé à nier qu'il les avait tués. Puis au bout de quelques heures d'interrogatoire, il finit par craquer et avoue tout. Il commence à expliquer qu'il s'attaque à des femmes d'un âge bien précis, car elles lui font penser à sa mère. Il a aussi expliqué que certaines nuits, il collait des parties génitales de femmes entre ses jambes pour vivre sa véritable vie. Pendant l'interrogatoire, il se livre avec une extrême froideur. Il n'a même pas montré le sentiment ni le moindre remords par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Les psychiatres qui l'ont rencontré ont déclaré qu'il n'avait pas conscience de l'horreur des actes qu'il avait pu commettre. Ils l'ont diagnostiqué schizophrène, mais aussi de psychopathe sexuel, un terme qui aujourd'hui n'existe plus, mais dont on comprend quand même assez bien le sens. Les psychiatres pensent que sa maladie a débuté pendant son enfance à cause de l'éducation stricte qu'il a reçue et des maltraitances verbales de sa mère. Elle lui a inculqué des valeurs vraiment bizarres et en même temps, ils étaient très fusionnels, ce qui a créé un espèce de complexe d'Oedipe qui ne s'est pas résolu. Selon les explications des médecins qui l'ont ausculté pendant près de 10 ans, Ed aurait donc développé des sentiments très ambivalents concernant les femmes et ce qu'elles représentent à ses yeux. Autour de la ferme, les enquêteurs ont retrouvé des morceaux de corps de femmes. C'était donc très difficile de savoir si les femmes étaient des cadavres déterrés du cimetière ou si Ed avait fait d'autres victimes. Ils lui ont donc demandé de leur indiquer quelle tombe il avait profanée pour vérifier si les corps qui étaient retrouvés autour de la ferme étaient bien ceux prélevés dans le cimetière et non les corps de personnes récemment portées disparues qui étaient peut-être en lien avec l'affaire d'Ed. La police a alors effectivement trouvé des corps mutilés dans certaines tombes ou des cercueils vides. Ed avait-il dit la vérité ? Personne ne le saura jamais vraiment, car peu de temps après son arrestation, la ferme d'Ed a été détruite par un incendie. Aucun suspect n'a jamais été arrêté, mais la police reste persuadée qu'il s'agit d'un acte volontaire. Si la police n'a jamais pu boucler l'affaire comme elle le souhaitait, elle est plutôt contente que cette ferme soit réduite en cendres, car elle était devenue un lieu de rassemblement morbide. La voiture d'Ed a été revendue pour des milliers de dollars et son propriétaire en a fait une véritable attraction et s'amusait même à faire monter des gens dedans. Ed a été reconnu coupable du meurtre de Bernice Worden, mais son avocat a fait appel et il a été acquitté. C'est choquant, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il a été reconnu non coupable parce qu'il était en proie à la folie au moment des meurtres. La famille de Bernice, mais aussi celle des autres femmes dont les tombes ont été profanées, ont très mal vécu cette décision. Ed a donc été envoyé en hôpital psychiatrique et pendant toutes ces années, il a montré un comportement exemplaire. Les équipes médicales ont encore du mal à imaginer qu'il ait fait des choses aussi horribles. Au quotidien, ces équipes l'ont décrit comme un homme plutôt calme, timide, poli, qui s'est bien intégré avec les autres patients. Il passait ses journées à lire et à bavarder avec les autres, jusqu'à ce qu'il décède le 26 juillet 1984 des suites d'un long cancer. Il est enterré près de la tombe de sa mère, dans le fameux cimetière où il volait les corps. L'histoire macabre de Ed n'a cessé d'inspirer de nombreux personnages de fiction depuis que le cinéma existe. Aviez-vous déjà entendu parler de ce célèbre tueur ? Certains pensent que sa mère a fait complètement vriller Ed, d'autres qu'il est né avec ses prédispositions meurtrières. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour un nouveau dossier sensible.